Et voilà, je crois que nous sommes en live. Hein. Si tout fonctionne bien, j'ai quelques petits problèmes techniques. Donc, si les auditeurs ou auditrices détectent des problèmes de son, qu'ils me le fassent savoir. Et puis, le cas échéant, peut-être qu'on devra renvoyer cet entretien. Mais on croise les doigts. Merci, Alfred de Zayas, de t'être libéré pour cette interview, cet entretien. Il est important puisque on pourrait dire que la guerre est un peu déclarée, même beaucoup déclarée. Et puis maintenant, c'est aussi la guerre d'information et des images qui va commencer. Je pensais qu'il fallait profiter encore peut-être d'avoir encore la tête froide pour essayer de peut-être décrire un petit peu ce qui est en train de se jouer, se passer sur le territoire ukrainien et plus largement dans le monde. Bienvenue à toi, Alfred. Merci. Alors, est-ce que tu peux déjà peut-être nous mettre un peu dans le contexte? Cette guerre, moi j'ai l'impression qu'elle n'a pas commencé aujourd'hui, hein, mais que c'est quelque chose qui gentiment, je dirais, mijote depuis plusieurs années. Il y a le traité de Varsovie, il y a aussi il y a 8 ans quand il y a eu un changement de gouvernement en Russie qui, j'imagine, qui a fait la différence. Mais tu connais le sujet bien mieux que moi, donc je vais te laisser parler. Ouais, c'est une très vieille histoire. Hein? Ça commence, si tu veux, avec Gorbatchev 1989, 90, 91. Cette époque, Gorbatchev avait une idée, si tu veux, idéalisée des États-Unis et des pays européens. Il voulait le glasnost, la transparence pour son peuple. Il voulait la perestroïka, il voulait restructurer le système russe et il voulait avoir la paix avec l'Ouest. Il ne voulait plus de compétition sur les armes nucléaires, etc., etc. Alors, il offre ce que personne n'attendait pas, que la Russie s'est retirée de l'Allemagne de l'Est, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, etc. Bon, alors c'était vraiment quelque chose de formidable. Il y avait une chance de paix pour le monde inouïe. Mais il y avait un quid pro quo. Il a, il a seulement dit, euh, d'accord, je me retire, mais tout ne vient pas me suivre. Hein? Alors l'OTAN doit se compromettre à ne pas aller au-delà. Au-delà de Bon, quoi? 1 inch to the east. Ça. C'est-à-dire, ce Mhm. sont les mots de James Baker, le ministre d'Affaires étrangères des États-Unis à l'époque, qu'il a assuré à Gorbatchev que l'OTAN n'allait pas continuer En principe, l'OTAN aurait dû se dissoudre de la même façon que le pacte de Varsovie s'est dissous. Mais lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et Gorbatchev n'était plus le président et la Russie a eu la malchance d'avoir un traître, vraiment un ivrogne comme Boris Yeltsin, il a vraiment détruit son pays dans les années 90. Et c'est dans cette époque que les États-Unis ont, euh, dit-on, euh, se sont emparés de tout dans l'économie, etc., etc. Il y avait une privatisation en Russie que c'était une honte de corruption. Et en plus, l'OTAN a dit, ah, c'est notre chance de continuer à exister et on va absorber l'Allemagne de l'Est, on va absorber la Pologne, la Tchécoslovaquie, les pays baltes, etc., etc., d'une certaine façon que, bien sûr, les Russes commençaient à se sentir une certaine malaise, à se sentir menacés par l'OTAN. Alors les Russes ne voulaient pas être ennemis de l'OTAN, mais l'OTAN pour survivre.
la raison d'être de l'OTAN était disparue. L'OTAN n'avait plus d'ennemis. Russie voulait être même voulait être membre d'une nouvelle architecture de sécurité européenne pour tout le monde. Mais l'OTAN ne voulait pas ça. Si l'OTAN veut continuer à être une force de dissuasion, une force pas du tout défensive, une force agressive, alors ils ont besoin d'un ennemi. Et qu'est-ce que l'OTAN a fait? Pas seulement absorber tous ces États, l'OTAN a montré ses dents. L'OTAN a agressé la Yougoslavie, a fait énormément de morts en Serbie. Envahit La guerre l'Afghanistan aussi. D'abord, c'était 1999, c'était Yougoslavie. À partir de 2001, c'était l'Afghanistan. On a commis de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Afghanistan que jusqu'aujourd'hui restent dans la impunité totale. Alors, les États-Unis et les 40 pays de la Coalition of the Willing ont attaqué le 20 mars 2003 le peuple d'Irak. Alors, ça a coûté 1 million d'êtres humains qui ont été tués pendant cette guerre atroce et pendant la catastrophe qui a suivi. Bon, alors est-ce que c'est une action de défense? Pas du tout. C'était carrément une violation de la Charte des Nations Unies, à savoir article 2, paragraphe 4 de la Charte, comme notre secrétaire général à l'époque, Kofi Annan, a très bien dit, c'est une guerre illégale. Il était une guerre illégale. Il y avait une violation, il y avait le crime contre la paix, que à Nuremberg a coûté la vie à plusieurs nazis qui ont été pendus parce qu'ils avaient déclenché la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu comme suite, bien sûr, le génocide, le Holocauste et toutes sortes de souffrances de tout le monde. Alors, le crime suprême, c'est le crime de l'agression. Bon, Ouais. l'OTAN suit avec l'agression contre la Libye, contre la Syrie. Ils n'ont rien à foutre en Syrie, mais ils sont là. Ils ont occupé une partie, les États-Unis occupent une partie de la Syrie à l'est, là où se trouve le pétrole. L'Arabie saoudite a massacré et continue à massacrer les peuples yéménites. La Turquie vient de massacrer la Turquie ensemble avec Azerbaïdjan et avec le mercenaire ont attaqué les Arméniens de Nagorno-Karabakh. Ils ont tué de dizaines de mille et bon, et personne ne se préoccupe de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la crédibilité du droit international et surtout sur la crédibilité de la Charte des Nations Unies lorsqu'on peut avoir de telles violations et des violations récentes comme 2020, c'était Azerbaïdjan lorsqu'il a agrégé Nagorno-Karabakh. Alors, résultat, si l'OTAN peut se tout permettre, il faut penser que la Turquie, c'est un pays membre de l'OTAN, hein, et la Turquie avait, 1974, fait un bombardement féroce et une invasion féroce de l'île de Chypre. Et ils sont toujours membres de l'OTAN et ils n'ont pas été sanctionnés, etc., etc. Bon, alors maintenant, puisque la Turquie est une partie de l'OTAN, elle a été épargnée, mais la Russie n'est pas un parti de l'OTAN, alors c'est l'ennemi préféré et c'est ça qui a vraiment créé cette malaise chez les Russes et pas seulement chez Poutine. Alors,
lorsque les États-Unis violent vraiment la Charte des Nations Unies, le Helsinki Final Act, tellement de résolutions des Nations Unies, la 26, 25, la 33, 14, etc., avec cette ingérence vulgaire en Ukraine 2014, lorsque nous avons financé avec 5 milliards de dollars la révolution à Maïdan. On a conduit un putsch, un coup d'État contre le président démocratiquement élu par le peuple ukrainien. Le hey de ces coups d'État, les Polonais, les Allemands, le Français ont signé un traité, si tu veux, un traité de paix entre Yanukovych et Maïdan pour calmer les eaux et pour promettre des élections anticipées, etc., etc. Et qui a violé le traité? Maïdan. Qui? Pardon, j'ai pas compris. Qui a violé? Maïdan. Alors, les putschistes, ils ont essayé de tuer Yanukovych, qui heureusement a pu s'échapper dans un hélicoptère. Sinon, il serait mort. Mais alors, ce qui est étonnant et dégueulasse, c'est que l'Union européenne, y compris la Pologne, l'Allemagne et la France, qui avaient co-signé ces traités le 21 février 2014, qu'ils ont immédiatement commencé à travailler avec un gouvernement illégal, avec un gouvernement inconstitutionnel, alors qui n'avait aucune légitimité. Alors, c'est ce qu'on appelle une color revolution, et une color revolution n'a rien à faire avec la démocratie. Mais bon, alors ce sont les deux poids, deux mesures qu'on connaît à l'Union européenne, qu'on connaît dans la votation des membres de l'Union européenne au Conseil des droits de l'homme. Je l'ai vu tellement de fois. Alors, c'est une honte lorsqu'on regarde la votation à l'Assemblée générale par des pays qu'on considère des pays qui sont défenseurs des droits de l'homme. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, c'est une honte. C'est que deux poids, deux mesures. Et alors, qu'est-ce que la suite du putsch à Maïdan? En 2014, hein, ça. Les peuples de langue russe se sentaient menacés, se sentaient ciblés. Et les peuples de la Crimée ont immédiatement, non, pas immédiatement, ils ont protesté contre le putsch, etc., etc. Et le 14 mars 2014, ils ont eu un référendum. Ils ont invité les Nations Unies, ils ont invité la OSCE à venir faire le monitoring des élections. Ils ne sont pas venus. Mais en tout cas, c'était une élection avec une participation de quelques 83% de la population, 90% votent pour la sécession de l'Ukraine. Alors, beaucoup plus que la situation quelques ans auparavant à Kosovo. Hein. En tout cas, on a ici un acte d'autodétermination par le peuple de Crimée, suivi par une déclaration d'indépendance par le Parlement de Crimée, suivi par la demande à la Russie d'être réincorporée à la Russie, parce que Crimée avait toujours été, depuis Catherine la Grande, avait toujours été russe, pas ukrainienne. En tout cas, ça a été examiné d'abord par le Parlement russe, le Douma. Après l'examination, ça a été approuvé. Après ça, ça est monté à la Cour constitutionnelle russe qui a dit c'est constitutionnel d'absorber la Crimée. Et c'est seulement à ce moment-là que ça a été signé par Poutine. Mais bon, alors, ça c'était Crimée. Mais Lugansk et
et Donetsk. Ils se sentaient également menacés. Alors, ils ont battu. En Crimée, il n'y avait pas de chars, il n'y avait pas alors de bombardement, il n'y avait pas d'invasion russe, parce que c'est ça exactement ce que le peuple voulait. Alors, le peuple voulait se joindre en Russie, alors pas nécessaire de faire une invasion. Par contre, dans la région de Donbass, le gouvernement ukrainien ne voulait partout pas laisser ces parties que c'est une partie très industrielle, une partie assez riche, si vous voulez. Il ne voulait pas le laisser sortir. Alors, on a eu une guerre, comme à l'époque à Abkhazia et à Ossétie, il y avait une guerre, si vous voulez, une guerre d'indépendance. Donbass et Lugansk et Donetsk ont gagné. Ils ont eu un cessez-le-feu. Après ça, le premier traité de Minsk, qui a été violé le premier jour par l'Ukraine. Par la suite, le deuxième traité de Minsk, signé 2015 en février, il y a 7 ans. Et l'article 11 est très clair. L'Ukraine avait l'obligation, selon le traité, de négocier directement avec les autorités de Donetsk et de Luhansk et de faire en sorte qu'ils ont un nouveau statut avec une autonomie comme dans beaucoup de pays fédéraux. Et qu'est-ce que l'Ukraine a fait? Ni Poroshenko, ni Zelensky ont bougé du tout sur cette question, qui c'était le cœur du traité de Minsk. Alors, pas seulement ça, ils ont continué à bombarder des villages dans le Donbass. Et bon, le mois de décembre dernier, il y a un peu plus de 2 mois, que les Russes ont dit, nous avons un problème de la sécurité nationale russe. Alors, et on veut avoir un arrangement, si vous voulez, une architecture de sécurité pour tous les Européens. Une architecture inclusive, pas une division de l'Europe entre l'OTAN et l'ennemi, mais une sécurité pour tout le monde. Alors, hélas, l'OTAN a dit non, non, non. Les États-Unis ont dit non, non, non. Alors, il y a eu une intransigeance, et c'est ce que j'appelle une sorte de arrogance impériale. Alors, c'était une sorte de hubris incroyable de ne pas vouloir même discuter ces affaires avec Lavrov et avec Poutine. Bon, alors les semaines se sont passées, les réunions ont tout terminé sans suite et entre-temps, l'OTAN a amené des tonnes et des tonnes et des tonnes des armements en Ukraine, de sorte que la menace contre la Russie était accrue. Alors, d'après l'intelligence que les Russes avaient, la situation était semblable à la situation en Géorgie 2008, lorsque le gouvernement de Saakashvili, le président de la Géorgie, a été convaincu par ses conseillers américains et israéliens à attaquer Ossétia et à reprendre Ossétia par la force. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le mois d'août 2008. Alors, il y a eu une attaque féroce contre Tikhvili en Ossétie et il y a eu pas mal de morts et bien sûr les peacekeepers russes qui étaient là d'après le traité qu'on avait signé à l'époque 1994. Alors,
Saakashvili a essayé de reprendre le territoire par la force, il a perdu, mais Poutine était, dit-on, modéré. Poutine n'est pas allé, alors les chars russes n'ont pas continué jusqu'à la capitale Tbilissi, ils se sont arrêtés. Après qu'ils ont repulsé l'agression géorgienne, c'était fini. Mais la conséquence était que Poutine a reconnu l'indépendance qu'il n'avait fait pas jusqu'à là. La Russie n'avait pas reconnu l'État de la Ossétie du Sud comme État indépendant, ni non plus le Abkhazie. Abkhazie, en principe, n'a rien à foutre avec la Géorgie, mais c'était dans l'époque soviétique qu'on a mis les deux ensemble. Et effectivement, les Abkhaziens ne veulent pas le être avec les Géorgiens. Ils veulent leur autodétermination, comme tout le monde. Et alors, bon, ça n'a pas fonctionné en 2008, mais parfois l'OTAN n'apprend rien. Les États-Unis n'apprennent rien. Alors, on a essayé ça de nouveau. Alors, l'idée, c'était que Zelensky allait reprendre Donetsk et Luhansk par la force. Alors, les Russes, c'est pour ça que les Russes commencent à augmenter sa présence près de Donetsk et près de Luhansk avec leur armée. Ils pensaient que, bon, peut-être ils vont comprendre qu'une aventure comme Saakashvili 2008 serait contre-productive. Hélas, l'intransigeance de l'OTAN continuait, pas seulement continuait, la rhétorique est devenue toujours plus hostile, les nombres des armes en Ukraine devenaient de plus en plus dangereux pour la Russie. Maintenant, ce n'était pas seulement la sécurité du peuple en Luhansk et Donetsk qui était en jeu, c'était la sécurité de la Russie. Et alors, c'est pour ça que on a continué tous les pourparlers jusqu'à jusqu'à la semaine dernière. Il aurait dû en pourparler aujourd'hui ici à Genève entre Lavrov et Blinken, qui a bien sûr été annulé. Mais les Russes avaient, si vous voulez, assez d'être menti. Et en ce moment-là, il a sans doute violé la Charte des Nations Unies, l'article 2, paragraphe 4. Il a attaqué avec force militaire dans le territoire de l'Ukraine. Bien sûr, c'est une violation gravissime. Par contre, c'est rien du tout. Si vous comparez ça avec ce que l'OTAN avait fait en Yougoslavie 1999 ou en Afghanistan, ou surtout avec les crimes contre l'humanité de la destruction de l'Irak 2003 et la suite. Alors, c'est ça la situation maintenant. Je m'associe à mon secrétaire général Antonio Guterres et je crois que la priorité aujourd'hui, c'est la paix. La priorité, c'est de faire en sorte que les armes s'éteignent et qu'on s'assoie pour trouver une solution. Ça aurait pu être très facile si les Européens, c'est-à-dire si l'OTAN avait accepté que, comme ça existe dans l'histoire, tellement des exemples, l'Ukraine aurait pu se déclarer neutre. De cette façon, elle aurait pu avoir des relations amicales avec l'Ouest, avec l'Est. Mais si l'Ukraine se laisse utiliser par l'OTAN
et se laisse inviter à devenir un ennemi de la Russie, c'est évident que la Russie considère que la Ukraine pose en danger. Et qu'est-ce que Poutine a fait jusqu'à maintenant? Détruire cette possibilité militaire de l'Ukraine de faire une invasion contre Lugansk et Donetsk. Mhm. Et au-delà de ça, il a, dit-on, fait beaucoup moins effectif si l'Ukraine ou quelqu'un d'autre aimerait bien faire une agression, pas aujourd'hui nécessairement, mais d'ici un an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Mhm. Et ce n'est pas seulement l'agression qui pose un problème, c'est le chantage. Alors, lorsque on a une grande puissance que c'est l'OTAN à côté de vous, il y a des choses que l'OTAN va agir. Alors, la présence de l'OTAN à côté de vous, ça seul pose une menace. C'est comme 1962. 1962, on avait la crise de missiles à Cuba. Et on se rappelle que, bien sûr, les États-Unis se sentaient menacés et ils ont insisté que l'Union soviétique retire le missile, ce qui a été convenu aux Nations Unies. Mais ce qu'on ne savait pas, ce qu'on a appris à peu près une année plus tard, c'est qu'il y avait un quid pro quo. À l'époque, Khrushchev n'a pas fait un cadeau à John Fitzgerald Kennedy. À l'époque, Khrushchev a dit, d'accord, je retire mes missiles de Cuba, mais tu retires tes missiles de la Turquie, ce que les États-Unis ont fait. Mais cet aspect de l'arrangement était d'abord secret. Et les Russes n'ont pas parlé non plus. Mhm. Ils ont accepté que les États-Unis, pour des raisons internes aux États-Unis, c'était mieux de ne pas montrer que les États-Unis ont fait un deal avec les Soviétiques. Mais c'était seulement grâce à un quid pro quo qu'on a eu la paix, qu'on Mhm. n'a pas eu le Holocauste, qu'on n'a pas eu l'apocalypse du monde Nucléaire. avec une guerre nucléaire. Mhm. Donc, par rapport au son, je tiens à m'excuser auprès des auditeurs. Il y a un petit grésillement quand toi tu parles. J'arrive pas à détecter d'où il vient et comment le traiter. Je suis absolument navré. Mais les gens semblent dire qu'on comprend quand même ce que tu dis. Donc, je propose qu'on continue. Voilà, je suis désolé, c'est un peu là la limite de mes compétences en gestion du son. Je voulais peut-être parler de quelque chose par rapport à cette guerre qui maintenant se déploie hein, quand même. Moi, je t'avouerais quand même un peu surpris de l'escalade récente. Je ne voyais pas forcément ça venir. Moi non plus. Moi non plus, je ne Euh, m'attendais pas à ça. ouais. Et puis, dans ton explication contextuelle, tu n'as pas parlé de quelque chose qui me semble quand même central. C'est finalement le Nord Stream 1 et 2. Et finalement, moi j'ai l'impression que dans tout ça, le problème des Américains, c'est pas tellement l'indépendance européenne ou le bien-être Non, des pas du tout. Ukrainiens, Pas du tout. mais c'est qu'effectivement, si les Russes, mais dis-moi si je dis n'importe quoi, c'est ma compréhension hein, du conflit, hein, si les Russes peuvent effectivement vendre plus de gaz à l'Europe, cette dernière deviendrait un petit peu plus dépendante peut-être et du coup évidemment s'éloignerait du précaré, comme ils le disent souvent, des Américains. Et dès lors qu'ils avaient réussi à convaincre les Allemands que s'il y avait une quelconque agression des Russes sur l'Ukraine,
eh bien, Nord Stream 2, en tout cas, ne serait pas allumé, ou les robinets de Nord Stream 2 ne seraient pas allumés, eh bien, l'Allemagne s'engageait effectivement, en cas d'agression, de fermer cette route-là. Est-ce que Oui, oui, finalement, les c'est clair. Américains n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient, et puis maintenant, il va y avoir un peu une désescalade, en sachant que, bah voilà, ils ont un peu... voilà, est-ce qu'il y a un intérêt des États-Unis à aller plus loin, à vraiment créer une guerre, enfin une guerre totale et globale, hein, parce que Non, bien sûr c'est un pas. peu le risque. Alors, une guerre, c'est comme on dit en anglais, it's a lose-lose proposition. Il n'y a personne qui va gagner une guerre dans ce moment-là. La situation est telle que euh, euh, il faut arrêter toute action militaire parce qu'on ne peut pas se permettre de passer au niveau nucléaire. Une guerre nucléaire, c'est la fin. Et alors, je crois que les deux parties comprennent ça. S'ils ne le Mais, comprennent pas, c'est juste la fin de l'humanité, hein. On est quand même ah à un oui, bien sûr, c'est moment... la fin de l'humanité, oui, oui. Ouais, mais on discute Euh, tranquillement. mais Est-ce qu'il n'y a pas de alors, quoi paniquer un peu quand même? Parce que c'est quand c'est même que un peu des non, gens non, non. médiocres, hein, quand même, à la tête des Ça, États en c'est ce le moment. problème. Ça a déjà été soulevé par beaucoup d'organisations non gouvernementales telles que la International Peace Bureau, IPB, qui a eu le prix Nobel de la paix il y a une trentaine d'années. Alors, si il y a une erreur de jugement, ou s'il y a encore possible, hein, en glitch, ce qu'on appelle un glitch de ordinateur, on pourrait se trouver dans une situation de conflagration nucléaire et la seule solution aurait dû être le désarmement nucléaire. C'est Gorbatchev sûr. voulait un désarmement nucléaire, mais Boris Yeltsin, comme je dis, cet ivrogne, a perdu toute crédibilité, il a perdu toutes les opportunités qu'on avait pendant les années 1991, 92, 93, 94. Il y avait un tel optimisme, je me rappelle bien, dans le monde. Euh, on pensait vraiment qu'on pourrait finalement faire une conversion de l'économie, se séparer d'une économie militaire et utiliser le fonds qui se libère pour une économie de sécurité humaine. Sécurité humaine, ça veut dire l'alimentation, l'eau, l'habitation, le travail, l'infrastructure, la santé. Alors, la crise de COVID, c'est une conséquence directe de fausses priorités qu'on a ici à l'Ouest, aux États-Unis, au Canada, etc., où tout doit produire un profit. Et si un hôpital n'est produit un profit, on va le fermer. Et c'est ça qui est arrivé partout. Alors, il y avait tellement de cliniques. Alors, lorsque la crise de COVID nous a touchés aux États-Unis l'année 2020, il n'y avait suffisamment de stations de soins intensifs. On n'avait pas suffisamment de testing kits. Il n'y avait pas suffisamment de ventilators. Il n'y avait rien. Alors, c'est une honte. Alors, un pays comme les États-Unis aurait dû être préparé et nous n'avions aucune préparation pour combattre une pandémie. C'est la même chose. Et il faut penser que dans le monde, il y a d'autres dangers et il faut avoir un plan A, plan B, plan C. Imaginez que le supervolcano sous Yellowstone Park explose un jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien. Ça sera le chaos total parce que ça n'apporte pas un profit.
Maintenant, la préparation n'apporte rien. Et alors, le gouvernement préfère avoir alors une culture de destruction, si vous voulez, une culture de consommation, 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 un hédonisme incroyable qu'on a aux États-Unis, au Canada, à l'Australie, etc. C'est pour ça que les Chinois se sont sortis beaucoup, beaucoup mieux que nous de Covid. C'est ça que les Chinois ont arrivé à sortir des dizaines, dizaines, dizaines de millions de gens de la pauvreté. Alors, allez-y à New York, marchez les streets of Broadway, of Harlem, and of Brooklyn, and of the Bronx. Alors, la pauvreté aux États-Unis est épouvantable. Et il y a les super, super, super riches, les milliardaires, il y a les gens qui n'ont rien du tout. Et on s'en fout. Alors, c'est une approche à la vie qui est totalement contre la chrétienté. Si vous êtes chrétien, moi je suis catholique pratiquant, alors pour moi, l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne, Matthieu 5, versets 1 jusqu'à 9, c'est important. Ça veut dire quelque chose. Mais je suis sûr qu'un type comme Joe Biden, c'est pas donné la peine de lire Pourtant, il est des aussi catholique, évangiles. Joe Biden. Il a aussi. Catholique, oui, oui. Mais c'est égal. Vous savez, nous catholiques, nous avons pas seulement le 10 commandements, nous avons quelque chose de beaucoup plus intéressant. Nous avons les 7 péchés capitaux. Et le pire de 7 péchés capitaux, c'est l'arrogance, c'est l'intransigeance, c'est ce qu'on appelle holier than thou, cette attitude que moi, je suis le bon, par définition, et vous êtes le mauvais. Et moi, je vais vous juger. C'est-à-dire aussi, quelqu'un qui connaît la Bible, il sait que dans Matthieu 6, on vous dit de ne juger pas, de sorte de ne pas être vous jugez vous-même et ne regardez pas le petit speck dans l'œil de ton frère lorsque tu as quelque chose de beaucoup pire. Mais alors, on est catholique ou protestant seulement de bout de lèvres. On n'est Bon, ça, pas c'est un peu comme. vraiment, mais ça Simplement parce qu'il y en a. a Enfin, les leaders, ils ont toujours un peu fait ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent d'une certaine manière des structures pour leur propre ego, leur propre orgueil, effectivement, et leur propre déploiement de pouvoir, hein. Bush qui disait déjà au nom de Dieu, on va attaquer l'Irak ou autre. Enfin, c'est pas quelque chose qui c'est est George nouveau W. Bush. dans toutes les religions, hein, d'ailleurs. George W. Bush voyait la guerre d'Irak comme Une guerre la saine. grande bataille, non, comme la grande bataille entre le bon et le mal. C'était Ouais. la grande bataille à la fin de l'Apocalypse. C'est Mais- ça qu'il voyait. Hmm. Alors, l'homme était absolument fou. Je me rappelle à l'époque que Jacques Chirac a raconté un appel téléphonique qu'il avait eu avec George W. Bush. Et George W. Bush a commencé à lui dire que de la Bible, de l'Apocalypse, la bataille entre le bon et le mal, les Lucifères, etc. Et Jacques Chirac a dit, c'est un fou. Alors, nous n'allons pas faire une guerre au nom de Dieu. Nous n'allons pas utiliser le nom de Dieu pour tuer. Alors, c'est incompréhensible comment on peut tuer au nom de Dieu. Et c'est ça que George W. Bush a fait, et en toute impunité.
Mhm. George W. Bush, Tony Blair, tous les autres Bien qui ont sûr. menti Tous les à présidents leur des peuple. États-Unis, disait Chomsky, étaient des criminels, hein. Ah oui, Ils ont oui. tous été. Alors, moi, j'ai une certaine sympathie, et je les connais personnellement. J'ai Pour les Kennedy, Jimmy Carter. Jimmy Carter est le seul qui n'a pas déclarer la guerre à un autre pays. commencé une guerre contre personne. Mhm. Bien sûr, il a eu seulement 4 ans en tant que président, mais il a beaucoup de mérite avec son Carter Center, tout ce qu'il a fait pour les droits de l'homme après sa présidence, après 1980. Mais une chose que je peux critiquer de Jimmy Carter à l'époque, c'était l'époque de Pol Pot, l'époque de démocide, des massacres en Cambodge. Mhm. Alors, Les Khmers rouges. oui, oui, toute la publicité, toute la propagande aux États-Unis était contre Pol Pot. Mais en même temps, on appuyait l'Indonésie dans leur génocide contre le peuple de Timor-Leste. Alors, Timor-Leste est devenu, il a eu un référendum organisé par les Nations Unies début des années 2000 et il est devenu un État membre des Nations Unies. Mais on aurait pu, déjà dans les années 80, on aurait pu mener une enquête, un référendum et donner l'indépendance au peuple de Timor-Leste et pas attendre à que 200 000 personnes aient été tuées. Mm. Et c'est la même situation avec la Crimée et avec Donbass. La Crimée s'est sortie très bien parce que c'était une déclaration d'indépendance sans violence et c'était une absorption ou réabsorption la Russie sans mort, sans violence. Par contre, on a vu pas mal de violence à Donbass. À ces moments-là, on aurait dû... Alors, ils ont eu leur référendum, mais c'était un référendum organisé par les autorités de Donbass. Et alors, ils ont invité à l'époque la OSCE et les Nations Unies à venir regarder les référendums. Personne n'est venu le regarder. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas légitimer le référendum. Alors, c'est la même chose avec la Chine. Hein? C'est vraiment étonnant. Alors, la Chine a invité, il y a plus de 2 ans, la Chine a invité Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme, Qui était présidente aller en Chine, d'Argentine, non? à regarder Xinjiang, etc., etc. Par contre, la réaction du bureau, c'était une réaction a priori contre la Chine, c'est-à-dire qu'on ne pouvait que s'attendre à un rapport négatif, c'est-à-dire on irait en Chine pas avec un open mind, pas de sorte d'entendre, d'écouter tout le monde, audiatur et altera pars. Non, non, non. L'idée serait de prouver déjà ce que, a priori, on voulait prouver qu'il y a de graves violations des droits de l'homme en Xinjiang, etc., etc. Alors, viens, mais viens, comme moi, je suis allé en Venezuela, novembre-décembre 2017. Oui, on en a parlé là, lors de ta dernière venue. Je suis allé, mais avec un open mind. Mhm. Et j'ai lu tout de Amnesty International, Human Rights Watch, International Service for Human Rights, le rapport de Inter-American Commission on Human Rights, du bureau Travail du indépendant. Mais j'ai lu
Mhm. J'ai lu tout ce que le gouvernement m'a donné et je suis allé avec des rapports à voir le procureur Tarek Saab. Et il m'a dit, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Et je dis, mais je veux des preuves. Hein. Tu vas me montrer qui a été, quelle investigation a été menée, qui a été amené à la cour, qui a été condamné, etc. Il y a eu. Alors, c'est-à-dire, ce n'est pas un pays avec impunité. C'est un pays où, bien sûr, les choses ne fonctionnent pas aussi bien qu'ici en Suisse. Tu parles de la C'est évident. Chine, là? Oui, oui. Mhm. Mais non, je parlais Du Venezuela. maintenant Du Venezuela. de Venezuela. Mais en C'est Chine, loin. moi j'ai été en Chine moi-même Oui. lorsque j'étais expert, lorsque j'étais invité pour une conférence sur les pactes relatifs aux droits civils et politiques, etc., etc. Alors, j'ai marché partout à Beijing. Alors, j'étais très impressionné de la propreté de la ville. J'aimerais bien que New York était aussi propre que Beijing. Ça, c'est un élément, mais après. Et je ne me sentais jamais menacé, ni à Beijing, ni à Caracas. Hein. Je m'ai mis en guayabera pour marcher les rues, pour parler avec les gens directement. Mhm. Alors ça, j'ai beaucoup appris. Mais j'avais un open mind. Je voulais voir avec Voilà, mes voilà. yeux Ce qui est- quelle était la situation. C'est toujours Et, sympa avec toi parce qu'on part toujours dans un tour du monde. J'aimerais quand même qu'on reste un peu sur le sujet de la Russie. Enfin, J'aimerais bien, justement, je Ouais, voulais maintenant te dire ok. que 1994, le mois de mars et le mois de juin, je suis allé en Ukraine parce que j'étais le représentant du secrétaire général pour les élections parlementaires le mois de mars, présidentielles le mois de juin. J'ai fait la connaissance du président Kuchma et de Kravchuk et de toutes sortes de gens. J'ai criss-crossé le pays. J'étais en Crimée, bien sûr, et j'ai parlé avec ces gens. C'était absolument clair que le peuple en Crimée, j'étais à Simferopol, j'étais à Yalta, ailleurs, ils se sentaient russes. Et lorsque j'ai visité le président de la République autonome de Crimée en mars 1994 pour présenter mes credentials, pour dire voilà que je suis venu ici pour regarder les élections, etc., etc. Qu'est-ce qu'il m'a dit? О, господин Zavisnaïtien, Ruski. Est-ce que vous savez, monsieur de Zayas, que nous sommes de Russes? En principe, ça m'était tout à fait égal. Alors, j'étais là seulement, exclusivement pour les élections. Qu'ils soient russes ou chinois, c'était la même chose pour moi. Mais bon, alors, 20 ans après le coup d'État financé par les États-Unis, ça m'a coûté, vous savez que je suis américain, ça nous a coûté 5 milliards de dollars. Hein? Mais comment parce que ça, c'est pas une information réellement officielle. On sait que ça a été Non, soutenu, non, mais est-ce non, que c'est orchestré? Victoria Nuland a dit ça, mais bien sûr, où est-ce qu'on utilisait l'argent? On utilisait l'argent par le National Endowment for Democracy, qui a financé toutes ces organisations soi-disant non gouvernementales, qui étaient des foreign agents en principe, pour C'est comme ça qu'elle déstabiliser le fonctionne. pays. Alors, on a passé des années pour la déstabilisation du gouvernement de l'Ukraine. Et alors, il y a cette merveilleux, délicieux appel téléphonique entre Geoffrey Pyatt, l'ambassadeur américain à Kiev, et Victoria Nuland, où Victoria Nuland, entre autres, dit alors, elle s'en fout de l'Union européenne. Elle a utilisé le four-letter word, which I don't want to repeat. Mais
qu'est-ce que l'a dit aussi? Ah non, on ne veut pas cette personne comme premier ministre. Non, non, on ne veut pas cette personne comme ministre de ça ou de ça ou de ça, de ça. Et il avait même des nicknames pour les Russes et pour les Ukrainiens qu'elle voulait mettre dans des postes. Alors, c'est-à-dire la ingérence contre les intérêts internes, les affaires purement internes de l'Ukraine était vraiment hallucinant. C'est une violation écrasante de le Helsinki Final Act, l'article 6, qui prohibit cette sorte d'ingérence. La même chose, la résolution des Nations Unies 21-31, la résolution des Nations Unies 26-25, la résolution des Nations Unies 33-14, etc., etc. C'est une partie du droit international de ce qu'on appelle jus cogens, qu'on ne peut pas faire ce genre d'ingérence dans les affaires internes de notre État. Mais les États-Unis, nous sommes exceptionnalistes. Nous sommes au-delà, au-dessus de droit international. On s'en fout des règles. Mais du coup, tu serais d'accord de dire qu'effectivement, l'Europe, là, c'est devenu un petit peu le terrain de jeu de deux blocs de puissance qui essayent de finalement tirer leur épingle dans l'ordre mondial. D'un côté, les Américains, de l'autre côté, la Russie et la Chine. Et puis là, les Européens, ils sont tellement mous et puis non souverains que finalement, leur arrive ce qui n'est pas si surprenant, quoi. Je considère le premier ministre, le chancelier allemand Olaf Scholz en laquais de Washington. Alors, l'Allemagne, en principe, c'est toujours un pays occupé. C'est une colonie des États-Unis. Ils n'osent pas avoir leur propre politique. Et le reste des Européens, à peine. Hein? Alors, je me rappelle Tony Blair, un tel laquais de George W. Bush, ou cet idiot Boris Johnson, etc., etc. Il pense toujours, il rêve de l'empire britannique. C'est fini avec ça. On devrait penser, tous les Européens ont leurs propres intérêts. Ils ne doivent se faire diriger par les États-Unis, mais ils le font. Alors, ils n'ont pas d'honneur. Ils l'ont perdu. Alors, il nous manque en Charles de Gaulle. Alors là, c'était un Européen. Charles de Gaulle, alors ça, c'était un vrai Français. Mais la situation dans les dernières 75 ans après la Deuxième Guerre mondiale, alors l'Europe a énormément perdu en autorité et en crédibilité. Mais retournons sur l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre, il y a une violation de la Charte des Nations Unies, mais il faut mettre les choses en perspective. Il y a déjà beaucoup de morts. Hein. J'ai lu qu'effectivement, il y avait déjà des dizaines de victimes. Hein. Non, ça c'est possible. Donc l'offensive russe lorsqu'on parle de l'Irak, on doit parler d'un million. Lorsqu'on parle de la Serbie, il faut parler de peut-être 30 000 ou quelque chose dans cet ordre. Hein? Alors, je ne sais pas si ça va augmenter à ce niveau-là. Mais les crimes qu'on a commis en Afghanistan, le nombre de civils qu'on a tués avec ces maudits drones qu'on tire parce que nous n'avons pas de courage. On ne veut pas se battre corps à corps. On n'a pas ce courage. Alors, on pousse un bouton. Alors, les civils de l'autre côté, ils sont écrasés. Mais on s'en fout. C'était un peu semblable comme le Enola Gay, l'avion qui a tiré la bombe atomique.
Hiroshima. la bombe atomique, alors on s'en fout. Alors, nous n'avons pas de risque et on tue 200 000 personnes là-bas. Alors, ce n'est pas un objectif militaire, c'est que des gens, bon, on les tue. Alors, cette arrogance de quoi j'ai parlé, cet péché capital de l'arrogance, c'est ça aussi qui explique que Jens Stoltenberg ne voulait pas bouger du tout. Alors, il dit, alors, le core principles, the open door policy de l'OTAN, c'est justement ça qu'il fallait changer. C'est absurde d'avoir une open door policy, mais il faut reconnaître que l'OTAN n'est pas une alliance défensive, c'est une alliance agressive. En principe, c'est une alliance qui a usurpé les fonctions des Nations Unies et du Conseil de sécurité. On pourrait même dire alors que la meilleure chose que pourrait passer, c'est que la OTAN s'est déçue et qu'on laisse la question de la sécurité mondiale dans les mains des Nations Unies. Mm-hmm. Mais non. Alors, l'OTAN veut survivre. Une bureaucratie veut l'éternité. Ah, c'est ça, on le voit souvent, cette dynamique. Absolument. Oui. Et moi, j'ai l'impression qu'en termes de solution, bah, maintenant, la Russie... J'ai la solution. J'ai la solution, cher ami. Ah, ben c'est très bien, mais la Russie va difficilement reculer. Alors, moi, j'en voyais un peu. Alors, bien sûr pas. Tu as dit tout à l'heure, il y avait l'option 1, c'était que l'Ukraine se déclare neutre, un peu comme la Suisse, d'une certaine manière. Une autre option, ça aurait été que peut-être l'Ukraine ou les autorités de l'OTAN disent que l'Ukraine ne rejoindrait tout simplement pas l'OTAN. Jamais, ça aurait été intéressant. La Russie avait demandé une adhésion à l'OTAN aussi, donc on aurait pu dire, bah, écoutez, si l'Ukraine rentre, la Russie rentre dedans également. Ça aurait été encore une autre solution. Puis moi, ma solution favorite, c'est la dissolution de l'OTAN, qui est plutôt une armée, je dirais, d'attaque offensive et de déstabilisation. Qu'est-ce que tu en penses? En lieu de continuer... C'est quoi la meilleure solution? Bien sûr, la dernière, la tienne. Dissoudre l'OTAN. Elle n'a pas de fonction. Ce n'est pas une alliance. Elle a une fonction d'asseoir l'ordre établi, c'est-à-dire l'impérialisme et la supériorité militaire des États-Unis, non? Oui, mais ça sert exclusivement les États-Unis. Ça ne sert pas les intérêts européens. Et les Européens, alors les États-Unis disent on ne devrait pas être dépendant de la Russie pour l'énergie. Mais est-ce qu'on devrait être dépendant des États-Unis pour l'énergie? Alors, les États-Unis ont montré une mauvaise foi. Il faudrait être dépendant de personne. Mauvaise foi. Ils se sont foutés de tous les intérêts des Européens. Ils ont instrumentalisé les Européens pour les intérêts purement économiques des États-Unis. Pourquoi est-ce que les Européens doivent suivre Non, c'est pas vraiment la question de pourquoi ils doivent, mais pourquoi ils le suivent. C'est quoi? C'est un manque de courage? C'est des gens corrompus? C'est un manque de vision? Comment tu considères la réaction française, allemande ou européenne en général? Tous les trois. Il y a bien sûr des gens qui pensent clair. J'ai des contacts avec toute une série de professeurs en Allemagne, par exemple, quelques-uns en France. Mais ils n'ont pas de pouvoir, les professeurs. Ils pensent exactement comme moi. Mais le problème, c'est que nos idées, bien sûr, nous publions des bouquins. Je viens de publier un livre sur l'ordre international et j'ai 25 principes
de l'ordre international. Si on suivait les 25 principes, on aurait la paix. Tu viendras en Mais, parler ici parce que malheureusement le son il n'est pas suffisamment bon, donc on va pas faire trop long oui, oui, aujourd'hui, oui, bien sûr. désolé. Mais ce que je voulais dire, c'est que les idées dissidentes comme la mienne, les idées qui ne sont conformes au mainstream, Hmm. on ne les publie pas. Ben là, on va tout de suite le Imagine, voir avec les journalistes, hein. euh, Déjà aujourd'hui, hein. imagine que pendant 6 ans, que j'étais l'expert indépendant sur l'ordre international, tu penses qu'une fois, CNN a essayé de m'interviewer, ou la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ou la Neue Zürcher Zeitung, ou la Tribune de Genève, même pas. Alors, on s'en fout de moi si je ne suis prêt à chanter la chanson qu'ils veulent entendre, je n'existe pas. Et mes idées n'existent pas, et mes rapports à l'Assemblée générale n'existent pas. Alors, bien sûr, ils sont dans l'Internet, Hmm. mais c'est tout. Hein. Et qui va à l'Internet pour voir mon rapport sur l'autodétermination, C'est rapport à sûr. l'Assemblée générale Alors, toi qui comprends 2014? les rapports de force, alors je te demande pas une question de boule de cristal, hein, mais la sortie la plus prévisible ou la plus la moins sanglante de de ce conflit qui a maintenant un peu dégénéré, tu la vois comment? Parce qu'on l'a dit un peu plus tôt, il y a toujours ce risque de glitch, hein, mais le glitch, c'est la guerre totale Ah oui, et ça c'est la finale. fin. Ça, c'est la fin. Mais Je crois que tu lui donnes une chance d'arriver, ça? suffisamment de gens comprennent que ça serait la fin. Hmm. Je crois Ok. qu'il y aura maintenant une période de guerre froide, très froide, dans Hmm. laquelle il n'y aura presque pas de relation entre l'Allemagne Et la et Russie. la Russie. Il n'y aura pas de relation commerciale. Il y aura, mais qui va souffrir? C'est pas Poutine hein, qui va souffrir, ou certainement pas Olaf Scholz, ou certainement pas Boris Johnson, sont les peuples dans toute l'Europe, parce que si on casse les systèmes financiers, si on casse les systèmes de commerce, il y a énormément de gens depuis des années, on voit les résultats de sanctions et contre-sanctions. Alors moi, je crains même que la Russie va sortir de beaucoup d'organisations qui sont contrôlées par le Ouest. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, de la même façon que les États-Unis se sont retirés de toute une série de traités, y compris l'obligation de reconnaître la juridiction de la Cour internationale de justice. Les États-Unis ne sont pas membres à aucun système de pétition. Hein? Alors, les comités des droits de l'homme, les comités des droits économiques, socioculturels, les comités contre la torture, les comités pour les droits de l'enfant, les comités pour les droits des femmes, tous ont de procédures de pétition. On sait que les États-Unis considèrent qu'ils vont accepter qu'un individu se plaigne devant le comité des droits de l'homme, dont j'étais le secrétaire beaucoup d'années. Alors, c'est une arrogance qui dit, moi, je suis le juge. Je vais vous juger, mais vous ne pouvez pas me juger. Alors, la Russie fera de la même façon. Je vois que la Russie pourrait se retirer de l'OSCE en disant le OSCE n'a rien fait depuis 1975. La OSCE n'a pas fait le monitoring de référendum
en Crimée ou le monitoring de référendums en Donbass. Également, tous les autres organes qu'on a créés en Europe, organes de coopération. La coopération fonctionne seulement lorsque les gens veulent coopérer. La Russie veut coopérer, mais l'Europe veut juger. L'Europe veut condamner. Et il ne se rend même pas compte. C'est ridicule, ils sont incapables d'avoir un peu d'autocritique et de se poser la question, est-ce qu'il n'était pas une erreur capitale de continuer l'expansion de l'OTAN à l'Est sans inviter la Russie de devenir membre de l'OTAN? Alors, nous, unilatéralement, nous avons déclaré les Russes comme nos ennemis. La même chose avec la Chine. La Chine veut faire du commerce. La Chine ne veut pas être notre ennemi. Mais nous avons besoin évidemment d'un ennemi. Et alors, on a unilatéralement déclaré les Chinois comme ennemis. Bah là, du coup, maintenant, c'est la Russie, hein. Mais la Chine en toile de fond, effectivement. D'ailleurs, on est assez attentif à ce que la Chine fait. C'est la Russie. Mais avant les Jeux olympiques, il y a eu cette absurdité d'un boycott diplomatique des Jeux olympiques à Beijing. Alors, avec quelle crédibilité, avec quelle légitimité pouvons-nous faire autant? Alors, une chose que personne ne connaît, moi, comme vous savez, j'ai mon doctorat en droit de Harvard et j'ai mon doctorat en histoire de l'université de Göttingen en Allemagne. Et moi, j'adore l'histoire, c'est ma passion. Je préfère l'histoire au droit. Alors, les droits m'ennuient souvent. Mais, si je vous parle de la Russie, ou je vous parle de la Chine, je vous parle aussi de l'histoire. Alors, en ce qui concerne la Russie, la guerre de Crimée dans les années 1853-56, qui était l'agresseur là? Clairement, Napoléon III et les Anglais. Alors, ils ont fait une guerre totalement inutile, brutale, seulement pour éviter que la Russie libère les chrétiens qui étaient sur l'occupation musulmane de la Turquie, qui avait été massacrés, qui avait été abusés pendant des siècles. Et alors, la Russie, le tsar Alexandre pensait qu'il serait bon de les libérer. Et il a gagné toutes les premières batailles. Lorsqu'il semblait que la Russie devenait trop fort, on a déclaré la guerre contre la Russie, lorsque la Russie n'avait rien contre la France ou rien contre l'Angleterre. Et qu'est-ce qu'a fait l'Angleterre ainsi? L'Empire britannique a une histoire des massacres aux Andes, la France a aussi. une histoire des crimes aux Andes épouvantables. Mais le chapitre que personne ne mentionne lorsqu'on discute Hong Kong, c'est comment est-ce que Hong Kong est passé sous la juridiction britannique? Bon, les Anglais avaient du commerce avec les Chinois, ils aimaient la soie chinoise, ils aimaient la porcelaine chinoise, ils aimaient les articles de luxe chinoises, mais ils n'avaient rien à vendre de retour. Alors c'était dans une direction. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une idée vraiment russe.
ils ont introduit l'opium en Chine. Alors, les commerçants anglais qui ont produit l'opium aux Andes ont introduit l'opium au fur et à mesure en Chine. Lorsque l'empereur a dit ah non, alors j'ai un problème avec les drogues ici, alors il faut arrêter ça. Alors il a prohibé le commerce avec opium. Et qu'est-ce que l'Angleterre a fait? Déclarer la guerre. Pas seulement une guerre. C'était la première guerre 1839 jusqu'à 1942 et la deuxième guerre 1858. Et la Chine a perdu les deux guerres contre l'Empire britannique, que j'aimerais bien appeler un narco-empire, un empire de stupéfiants. Oui, les États-Unis ont pris le relais hein, après, Oui, alors, sur tous les continents d'ailleurs. Queen Victoria était, en toute vérité, une narco-empresse, un narco-queen. Alors, c'est quelque chose d'épouvantable. Et pas seulement ils ont tué énormément de Chinois, mais ils ont volé Hong Kong et Kowloon, et ils ont été là jusqu'à 1997. Il semblerait que pour les Occidentaux, la vie des gens, effectivement, n'a pas la même valeur selon leur provenance. Hein, non, bien sûr. Alors, un Chinois ne vaut rien. Un Chinois ou un Inde ou un Africain ou un Latino-Américain. Au Yémen, non plus. Oui, cas typique, Yémen. Alors, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas outrage? Comment est-ce qu'il n'y a pas une russe donc dans l'Assemblée générale et dans les Nations unies et dans la presse contre les crimes quotidiens de l'Arabie saoudite contre le peuple de Yémen, ou les crimes quotidiens d'Israël contre le peuple de la Palestine? Oui. On condamne la annexion de la Crimée par la Russie, qui d'ailleurs n'était pas une annexion, parce qu'annexion, c'est lorsque vous avez envahi un pays, occupé un pays contre les gré de la population, et alors vous incorporez. Alors, c'est pas du tout la situation en Crimée, parce qu'en Crimée, on avait un peuple qui voulait la liberté, qui voulait la autodétermination, qui a eu un référendum, qui a eu une déclaration formelle du Parlement. Alors, c'est pas du tout une annexion. Non, mais on utilise toujours, le Neue Zürcher Zeitung utilise toujours le verbe annektiert. Ouais, sans jamais faire une la même chose, la tribune de Genève, la annexion de Crimée. Pas du tout. Du point de vue des droits internationaux, c'est faux. Mais non, il y aura sûrement tout un décryptage à faire très prochainement. On le voit déjà dans les médias suisses. Imagine encore quelque chose. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Qui a fait une annexion, pas seulement une annexion, une ethnic cleansing, un épurement ethnique, une expulsion massive des gens dans le territoire, et après ça, annexion que mon gouvernement, à l'époque de Donald Trump, a officiellement reconnue, à savoir l'annexion par Israël de Golan Heights. Ça appartient à la Syrie. Nations Unies ont condamné ça déjà en 1967 dans la résolution 242 du Conseil de sécurité. Est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a pensé de mentionner l'annexion de Golan Heights par Israël, qui était contre les gré de la population qui habitait là auparavant, qui a été expulsée par Israël? On ne parle pas de ça. On nous parle tous les jours
des pauvres Ukrainiens. Et moi, j'ai une grande sympathie pour les Ukrainiens. Ce sont Oui, des c'est gens ce que j'allais dire, bien. c'est qu'effectivement, tu donnes des exemples, de très, très, très nombreux exemples de poids, de mesures. Ça ne veut pas forcément pour autant dire que ce qui se passe en Ukraine est totalement juste, c'est-à-dire que les Ukrainiens méritent ce qui leur arrive, et puis Non, voilà, pas hein, du c'est tout, pas ce que pas tu du dis. tout. J'ai j'ai une Toi, tu essaies énorme de dire que sympathie. si on critique quelque chose, il faut être cohérent et du coup critiquer tout au degré où il doit être critiqué. C'est ça ton message. Exactement. Mais les peuples, je vous assure, le average American, le français moyen, l'allemand moyen, c'est quelqu'un qui a alors sa vie, ses intérêts légitimes, elle a sa famille, sa femme, ses enfants. Alors, il veut une vie en paix. C'est notre gouvernement qui ne sont pas du tout démocratiques. Mhm. Notre gouvernement qui se comporte une soi-disant élite, Oui. des gens que contrôlent les médias, qui contrôlent la presse, Bien sûr, on l'a souvent dit. et qui font une sorte de brainwashing de la population, une sorte d'indoctrination quotidienne. Oui. Et Euh, le message l'annonce déjà, hein. Là, en fait, cette attaque russe, hein, quand même, qui est hors droit international, elle va donner raison d'une certaine manière aussi à ses détracteurs, parce qu'ils vont dire, vous voyez, l'OTAN a bien une raison d'exister, on doit résister contre l'invasion russe. Et donc, c'est un peu le cycle infernal qui continue à se mettre oui, comme ça en place, le, hein. C'est quand oui. même alarmant, à minima, Circulus mais effrayant. Viciosus s'appelle ça. Mais alors, on a poussé Poutine. Hmm. Euh, il We n'avait poked the bear. plus, il n'avait plus d'options. Hmm. Alors, la seule option que l'OTAN lui donnait, c'est le unconditional surrender. Alors, c'est la capitulation sans condition. Total, oui. Alors, vous acceptez lorsque nous vous dictons, et c'est ça. Et alors, Poutine a dit, bon, j'ai une bonne relation avec les Chinois. Si les Européens ne veulent pas acheter mon Gaz. gaz, je veux le vendre aux Chinois ou je veux le vendre ailleurs. Si les Européens sont si stupides qu'ils veulent payer 2 fois ou 3 fois pour se chauffer et l'acheter des États-Unis, bon, c'est leur décision. Mais ce que je dis, c'est que toutes sortes de choses comme ça devraient être aussi discutées librement dans la société et beaucoup de ces décisions devraient être, comme ici en Suisse, je suis fier depuis le 25 septembre 2017 que je suis devenu suisse moi-même. Ouais, Alors, pas exempt de tout reproche non plus, hein. Notre je gouvernement, n'ai pas, il attend que le patron il dise ce qu'il faut dire et puis il répète la même chose, hein. Le courage je sais de que la je neutralité suisse n'est n'ai pas pas. raté un seul référendum Ouais, ou tu dis au une niveau des seule votations, hein. élection. On n'a pas le droit de voter sur Alors moi, j'aimerais tout. bien avoir des référendums en Allemagne, des référendums en France, Ce des serait déjà un bon pas. référendums, des référendums aux États-Unis pour dire est-ce que vous voulez envoyer de milliards en armement en Ukraine? Hmm. Mhm. Est-ce que vous voulez financer l'expansion de l'OTAN en direction Russie? Est-ce que vous voulez financer euh, C'est les sûr, hein. Ce serait bien navires? différent. Il y aurait une pression autre sur les gouvernants si on faisait ça, Oui, c'est oui, oui. clair. Alors, la présence des navires de l'OTAN près de la Crimée, Hmm. alors, c'est une menace. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais alors, l'article 2, paragraphe 4,
de la Charte des Nations Unies explicitement condamne pas seulement l'utilisation de la force, mais condamne la menace Hmm. de la force. L'OTAN ne fait rien d'autre que menacer. Tout le temps, ils sont en train de menacer. Et même les sanctions. Alors, les gens qui lisent la Charte des Nations Unies ne se rendent pas compte que d'après le travail préparatoire de la Charte, il n'y a aucune preuve, aucune évidence qu'il faut limiter la signification de force dans l'article 2, paragraphe 4, à la force militaire. Les sanctions, la coercion comporte une force illégale contre un gouvernement. L'article 2, paragraphe 3, nous oblige à dialoguer, à négocier, à trouver une solution pacifique. C'est ça que Poutine voulait avoir. Alors, on espère que ça va continuer parce que là, a priori, tu penses que la stratégie militaire court-termiste de Poutine, c'est la prise ou la chute de Kiev parce que non, je ne crois pas. Il a tout de suite dépassé les régions. Les bombardements, ils sont autour de Kiev déjà. Mais il n'a pas fait ça en Géorgie. 2008. Mais qu'est-ce qu'il va faire là? Et qu'est-ce qu'il veut et voilà. On verra. Alors, je n'ai pas une boule pour regarder ce qui va passer. Non, mais qu'est-ce que tu penses qu'il veut? Also, il veut neutraliser la menace qui vient d'Ukraine. Alors, l'OTAN n'a pas voulu einlenken, comme on dit en allemand, n'a pas voulu trouver une solution pacifique et a insisté que l'Ukraine devrait devenir membre de l'OTAN. Alors, ils n'ont pas insisté, mais ils ont pas mis off the table. C'était inacceptable. Ça, c'était inacceptable. Et ce qu'on pourrait arriver à faire, c'est arriver à un traité de paix qui déclare la neutralité de l'Ukraine, comme on a dit tout à l'heure, pour toujours. Alors, ça se trouve dans beaucoup de traités de paix. Et pourquoi pas? Mais c'est triste que nous sommes arrivés à ce point. C'est dangereux pour toute l'Europe. Parce que c'est notre faute. C'est pas seulement la faute de Poutine. C'est la faute de l'intransigeance incroyable, de l'arrogance incroyable de Jens Stoltenberg, l'arrogance de Anthony Blinken, l'arrogance de Joe Biden, l'arrogance de Olaf Scholz, etc., etc. Also, il y a un mot en allemand qui est un peu dur, mais en principe, je crois que ça s'applique. Les Russes ont l'impression, et je crois que l'impression est correcte, d'être menés par le nez, d'être menti, d'être utilisés, méprisés. Alors, ils ont un mot en allemand que c'est verarschen. Verarschen veut dire lorsque je vous raconte un mensonge avec un sourire dans la bouche et j'attends de vous de le croire. J'attends de vous de faire en sorte. Je vous donne toutes sortes de signaux, mais je reste le master. Je suis le maître. Alors,
on ne se rend pas compte que lorsqu'on a humilié un rival, un adversaire, on peut accepter la défaite, on peut accepter qu'on a perdu dans un match. Hmm. Ce qu'on n'oublie pas, c'est l'humiliation. Et lorsque je regarde la gueule de Jens Stoltenberg, qui maintenant, vous connaissez l'expression de revolving door. Maintenant, il monte un chef de la banque en Norvège, alors avec un grand salaire. Hein? Alors, mais il n'a pas servi l'Europe. Il a fait un travail misérable. Il était un laquais de Washington comme tous les autres avant lui. Alors, mais bon, il sera content avec son salaire de chef de la banque. Mais lorsque je regarde sa gueule, je dis, est-ce que cet homme a un brain? Est-ce qu'il a... C'est plutôt une morale ou une éthique qui lui manque. Non, la morale n'existe pas. Alors j'ai abandonné cet espoir il y a très longtemps. Si je vois, même dans le domaine des droits de l'homme, dans ce que j'appelle l'industrie des droits de l'homme, les nombres des ONG qui sont payés une fortune. Alors, vous savez quel est le salaire de Kenneth Roth, chef de Human Rights Watch? Ce sont 600 000 balles, hein? Ou le salaire de... comment s'appelle-t-elle? Je la connais personnellement. Elle était rapporteur spécial, salaire de la nouvelle secrétaire générale de Amnesty International. Alors, et lorsque vous quittez Amnesty International, je me rappelle, c'était 2009, je crois, que l'ancienne secrétaire générale qui a eu des mésentendus avec Amnesty International, on voulait s'en débarrasser d'elle, on lui a donné, et à l'époque c'était beaucoup plus qu'aujourd'hui, hein, parce que la livre sterling était beaucoup plus haute qu'aujourd'hui. Elle a eu en ce qu'on appelle en anglais un golden parachute dans les niveaux de 560 ou plus. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que finalement, par leur accès et ce qu'ils en retirent, ces gens-là sont devenus des rouages du système ou des gens corrompus? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la corruption? Il y a beaucoup de... Oui, par rapport à la morale, c'est pour ça que tu disais. Des corruptions. C'est un manque d'éthique généralisé. Et ce que je trouve affreux, c'est l'instrumentalisation de droits humains pour détruire d'autres droits humains. L'instrumentalisation ou weaponisation, je n'ai pas l'équivalent en français, rendre un droit une sorte d'arme de destruction massive. La weaponisation des droits de l'homme pour déstabiliser un rival économique, un rival géopolitique. Ce n'est pas une chose de la dignité humaine, ce n'est pas une chose de vraiment réhabiliter la victime, d'aider la victime. Non, c'est game, c'est un jeu. Alors, comment déstabiliser un autre pays qui comporte, alors, dit-on, une concurrence qui va contre nos intérêts, tout simplement. Et il semblerait qu'aucun moyen ne soit exemple emblématique, la Chine. Alors, on a inventé toutes ces stupidités sur Xinjiang et sur les Ouïghours
Et ça m'amuse de voir la compassion des États-Unis, l'intérêt des États-Unis pour le bien-être Hmm. des musulmans en Xinjiang lorsque nous soutenons l'Israël dans l'oppression, dans Non, bien sûr. l'apartheid On contre les sent bien que c'est Palestiniens, intéressé. lorsque on laisse l'Arabie saoudite massacrer le Regarde ça. peuple de Yémen, alors c'est une honte. Alors, instrumentaliser euh, les droits de l'homme, c'est une sorte de blasphémie, Mhm. c'est une sorte de Blasphème. sacrilège. Mhm. Alors, c'est quelque chose qu'on veut euh, vraiment respecter, dire nous sommes tous et toutes des frères et des sœurs. Nous sommes une famille. Et qu'est-ce qu'on fait? Non. On va te déclarer en tant qu'ennemi, on va te démoniser et on va te chantager de sorte Te que faire chanter. Hmm. tu fasses ce que nous On te veut. dictons. Voilà. Et ça, dans le domaine des droits de l'homme, c'est encore pire. Alors, je pense que beaucoup de notre chefs ne sont que des managers. Beaucoup de notre chefs pourraient être CEO, pourraient être chef d'une usine quelconque, pourraient être chef d'une fabrique de chaussures. Alors, ils s'intéressent pas du tout Ouais, c'est ça. Ils sont pas à de... la hauteur de finalement la Mais, mission qu'il leur est donnée, c'est-à-dire de mener des mais peuples. Mais c'est peut-être ça hein, aussi à la base qui est un petit peu particulier, ce qui de mettre m'amuse autant de surtout, pouvoir dans les mains d'individus. c'est... On va conclure Oui, malheureusement très bientôt. Hein. oui, oui, alors, on doit, parce que ma femme vient de me faire signe Ok, c'est très bien. qu'elle veut que je décide que ça va marcher Eh aujourd'hui. ben, quand même, hein, à un moment Je donné, fais de nouveau pour un peu de les pub. personnes qui se sont jointes un peu plus tard. Ça, c'est un livre que j'ai publié le mois de septembre 2021 qui est très, très relevant à la situation en Ukraine, très relevant à l'ordre international. Et dans ce livre, j'ai 25 principes de l'ordre international. Et comme j'ai dit déjà, si les États étaient vraiment intéressés À la dans la paix. paix, Hmm. premièrement, ils auraient respecté la Charte des Nations Unies. Deuxièmement, les résolutions de l'Assemblée générale, je vous ai dit la 21, 31, 26, 25, 30, 33, 14, 39, 11, etc., etc. Mais ils auraient pu trouver une sorte de euh, syntaxe, une sorte Résumé. de résumé de tout ça dans mon livre et dans les 25 principes de l'ordre international. Et moi, dans mon prochain livre qui s'appelle The Human Rights Industry, l'industrie des droits de l'homme, ce que je parle, c'est comment améliorer le système. Je ne veux pas détruire le système. Je ne veux pas abandonner le système. Nous avons besoin d'un office de haut-commissaire aux droits de l'homme. Nous avons besoin d'un conseil des droits de l'homme, d'un comité des droits de l'homme, etc. Mais il faut faire en sorte que nous regagnions notre crédibilité, Et il y a du chemin. que nous n'utilisons plus ces deux poids, deux mesures, cette sélectivité. Mhm. Si on va condamner, et on doit condamner les violations des droits de l'homme, il faut les condamner
tous ou toutes. Alors, c'est pas possible de condamner Oui, on a compris. l'agression russe en Ukraine, mais accepter l'agression de l'OTAN en Yougoslavie, accepter l'agression de la Coalition of the Willing en Irak, et les ingérences en Syrie, les ingérences en Libye, etc., etc. C'est cette manque de intelligence. Oh non, non, de l'honnêteté Honnêteté. intellectuelle. Ok. Alors, il y a une manque d'éthique vraiment hallucinante. Alors, il y a des chapitres dans mon nouveau livre qui sont très, très, très constructifs. Je fais de propositions pragmatiques. Ok, on peut trouver où ton livre? On va s'arrêter là, Alfred. Ouais, très Malheureusement, là, on n'a pas plus de temps. Il est en bibliothèque? Ça, oui. Ça, bien Ah, sûr. ok. Building a Just World Order, c'est dans la bibliothèque de Graduate Institute ici à Genève, c'est dans la bibliothèque des Nations Alors, Unies. toutes les personnes qui sont intéressées. Il y a pas mal de bibliothèques, mais les livres est neuf. Hein? Ça dure parfois quelques Je temps voulais dire avant que les librairie, j'ai dit bibliothèques. bibliothèque. Et avec les COVID, etc., il y a alors beaucoup de gens qui n'ont pas pu suivre. Ça s'échappe. Hein? Il y a un grand niveau de publication. Il y a énormément de livres. On ne peut pas tous acheter. Et non. Alors, Mais en tout quelqu'un cas, dans une commission ouais. doit le lire et dire ça vaut la peine. On a entendu ton alors, message qui invite à la nuance, qui invite à la cohérence, qui invite à l'honnêteté intellectuelle. Merci beaucoup, monsieur de Zayas. Alors, la prochaine fois, je viendrai personnellement. J'espère bien. Et le son sera meilleur. Me ferait un plaisir de te revoir. Et peut-être tu me donnes encore une fois un mug de tu veux dire Swiss ça. Info. Ouais. Voilà, exactement. Bah, j'espère bien surtout que la solution va peut-être être trouvée rapidement, mais ça m'étonnerait. Donc, je pense qu'il y aura encore de quoi discuter et débattre sur de bien nombreux sujets en termes de géopolitique et de balance des pouvoirs. Et je compte sur toi pour pas être trop loin, effectivement, et venir nous éclairer quand ça sera nécessaire. Merci beaucoup. Volontiers. Bonne soirée, bon appétit du coup, et puis à la prochaine. Merci beaucoup Alfred de Zayas. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao.